Bonjour, vous êtes bien sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un grand film des années 80, Retour vers le futur. Donc, je m'excuse d'avance si je zozote un peu, je me suis fait percer la langue et c'est un peu difficile de parler avec. Voilà, c'était la petite anecdote. Alors, Retour vers le futur, donc Back to the Future en anglais, est un film réalisé par Robert Zemeckis, qui est également au scénario accompagné de Bob Gale. La musique est de Alan Silvestri. Les acteurs principaux sont Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover ou encore Thomas F. Wilson. Il a été produit par Universal Pictures et Amblin Entertainment. Il dure 116 minutes et il est sorti en 1985. L'intrigue relate le voyage dans le passé d'un adolescent, Marty McFly, à bord d'une machine à voyage dans le temps fabriquée par le docteur Emmett Brown, joué par Christopher Lloyd, à partir d'une voiture de modèle DeLorean DMC-12. Parti de l'année 1985 et propulsé le 5 novembre 1955, Marty, aidé de Doc de 1955, doit résoudre les paradoxes temporels provoqués par ses interventions dans le passé et trouver le moyen de faire fonctionner la machine à retourner à son époque d'origine. Alors que le film était prévu comme un film unique, son succès commercial donna lieu à deux suites, Retour vers le futur 2 en 1989 et Retour vers le futur 3 en 1990, qui forment donc une trilogie et entraînent le développement d'une franchise sur divers supports. Donc on fera un épisode par film. Là, je vais me concentrer sur le premier. Donc le synopsis du film, ça se passe dans la petite ville de Hill Valley. Le 25 octobre 1995, Marty McFly, un adolescent typique des années 80, mène l'existence d'un garçon de son âge, celle d'un lycéen fanat de musique. Son père, George McFly, timide, couard et ne supportant pas le conflit, s'écrase sans cesse devant son chef de bureau, Biff Tannen, qui l'oblige à rédiger ses propres comptes rendus. La mère de Marty, Lorraine Baines McFly, a un penchant pour la boisson. Son mariage avec George lui pèse. Très possessive et un peu vieux jeu, elle juge défavorablement la petite amie de son fils, Jennifer, qu'elle trouve trop émancipée. Marty a aussi un frère, Dave, et une sœur, Linda, qui vivent une vie d'américaine moyen, comme dans le reste de la famille. Marty a également pour un ami un extravagant scientifique, le docteur Emmett Brown, surnommé par Marty Doc. Ce dernier, au thème de 30 ans de recherche, a mis au point une machine à voyager dans le temps qu'il a intégrée dans une voiture DeLorean DMC-12 modifiée. Alors la DeLorean DMC-12, c'est une voiture mythique que vous connaissez tous, qui a été commercialisée entre 1980 et 1983 sous le nom de DeLorean, puisqu'il s'agit de l'unique modèle commercialisé par le constructeur. Voilà. Le soir même, Doc invite Marty à venir le rejoindre sur le parking d'un centre commercial pour lui faire une démonstration de son invention. Utilisant une télécommande pour faire démarrer le véhicule, Doc envoie la DeLorean avec son chien Einstein à l'intérieur, une minute en avance dans le temps, sous l'œil effaré de Marty, qui filme la scène avec son caméscope. À l'issue de l'expérience, qui voit le retour de la voiture et d'Einstein sain et sauf, Doc explique à Marty que sa machine à voyager dans le temps a besoin de plutonium pour alimenter en énergie le convecteur temporel de la dite DeLorean. Le dispositif qui permet le voyage dans le temps, le convecteur ayant besoin de 1,21 gigawatts et en VF 2,21 gigawatts de puissance électrique pour faire fonctionner la machine. Après avoir équipé comme une combinaison anti-radiation et d'un masque à gaz, Dog refait le plein en plutonium de la machine,
se servant d'une pastille de plutonium qu'il sort d'une caisse en prévision du voyage dans le temps qu'il s'apprête à effectuer. Mais juste après, des terroristes libyens surgissent en fourgonnette et abattent Doc car celui-ci les avait trompés en subtilisant le plutonium qu'il devait au départ utiliser pour fabriquer une bombe. Marty, qui s'était caché, s'échappe avec la DeLorean, poursuivi par les Libyens, mais lors de sa poursuite, il met involontairement en marche les circuits temporels de la voiture et franchit la barre des 88 miles à l'heure, environ 141,62 km/h, la vitesse nécessaire pour activer le convecteur temporel, et se retrouve projeté à Hill Valley à la dernière date entrée par Doc sur le boîtier de contrôle du convecteur temporel. Cette date correspond au matin de la révélation qui l'a amené à créer celui-ci, le 5 novembre 1955. Marty atterrit 30 ans en arrière dans la grange d'un fermier, le vieux Peabody, qui le prend pour un martien, du fait de sa tenue étrange, combinaison anti-radiation jaune avec un énorme casque et un masque à gaz, lui tire dessus au fusil de chasse, après que son fils, tenant un comic book de la science-fiction, lui ait affirmé qu'il était un martien et ayant pris forme humaine. Affolé, Marty s'enfuit à bord de la DeLorean. Déboussolé, Marty poursuit sa route, puis reprenant ses esprits, freine brutalement lorsqu'il arrive devant le lotissement Lyon Estate, que vous pouvez voir dans le film, le lieu où il habite avec sa famille en 1985. À cette époque, il était encore en construction et perdu en pleine campagne. C'est alors que la voiture cale, refusant de redémarrer. Marty la cache derrière une grande pancarte, puis ils se rend à pied en ville où il croise ses parents qui, en 1955, sont encore des adolescents. Tout d'abord, il rencontre dans un café son père George et juste après le sauve d'un accident de circulation en étant renversé à sa place par la voiture de son futur grand-père maternel. Tombant inconscient, Marty se réveille le soir même, 9 heures plus tard, dans la chambre de sa mère, Lauren Baines, à cette époque adolescente en fleurs. Mais Marty se rend rapidement compte, à son grand effarement, que sa mère est tombée amoureuse de lui. Invité à rester à manger chez les Baines, Marty part en catastrophe quand sa mère, qui ne sait évidemment pas qui il est, son futur fils, commence à le draguer avec insistance. Essayant de retourner en 1985, Marty se rend ensuite à l'adresse de Doc Brown en 1955 pour le convaincre de l'aider. Surmontant ses sarcasmes, le Doc de 1955 le prenant pour un fou, Marty lui montre la DeLorean et, après réflexion, Doc se rend compte qu'il ne peut pas envoyer Marty en 1985 car en 1955, il est impossible de se procurer le plutonium nécessaire au convecteur temporel. Mais comme quand Doc dit à Marty que la seule foudre pourrait produire une telle énergie, Marty lui répond qu'il sait, grâce à un prospectus de 1985, que la foudre va s'abattre dans une semaine sur le clocher de l'hôtel de ville, et amène Doc à envisager une solution. Après avoir défendu à Marty de ne rien faire durant cette semaine, qui risquerait de perturber la trame temporelle, Doc apprend que celui-ci a déjà rencontré ses futurs parents et qu'il a déjà donc commencé à modifier l'avenir. Incidemment, les deux découvrent que ces interventions fait peu à peu disparaître Marty, son frère et sa sœur d'une photo de famille que Marty avait montrée à Doc et qu'il avait en sa possession. Et que si cela continue, Marty ne tardera pas à être effacé de la réalité. Pardon, je bois mon café. Marty a alors une semaine devant lui pour faire en sorte que ses parents tombent amoureux, afin que lui, son frère et sa sœur puissent naître avant de repartir à son époque. Le lendemain, Marty revoit son père et tente de le convaincre d'aller à la féerie dansante des sirènes, le bal du lycée, avec sa mère, alors que celle-ci est déjà tombée amoureuse de Marty et que Biff Tannen, qui tyrannisait aussi George à l'époque, a des vues sur Lorraine. Dans un premier temps, George
Intimidé, refuse d'essayer de sortir avec elle, mais Marty, usant d'un stratagème durant la nuit, déguisé avec sa combinaison anti-radiation en Dark Vador, menace George de lui faire fondre la cervelle s'il n'essaye pas d'inviter Lorraine au bal. Il aide ensuite George à draguer Lorraine dans un café, mais Biff arrive, interrompt sa tentative et menace George. C'est ainsi que Marty provoque alors Biff et sa bande. Celui-ci, en voulant le poursuivre en voiture, heurte un camion transportant du fumier sous lequel ils sont tous ensevelis. La voiture de Biff Tannen, c'est une Ford 46, un modèle assez connu. Voilà. Lorraine, impressionnée, suit alors Marty jusqu'à l'atelier de Doc, que Marty lui présentera comme étant son oncle. Elle lui demande d'être son cavalier au bal, sous les yeux de Doc, témoin de la scène. Cependant, Marty accepte, imaginant un scénario où il se fera mettre KO par George, alors que Marty sera monté trop entreprenant avec Lorraine avant le bal dans la voiture garée sur le parking du lycée. Le soir du bal, Marty, assis dans la voiture avec Lorraine, attend la venue de George pour appliquer le scénario qu'ils ont prévu ensemble. Mais sa mère, sous le charme de Marty, l'embrasse contre son gré. Cependant, celui-ci se rend compte de quelque chose ne va pas, ayant l'impression d'embrasser son propre frère. Sur ces entrefaits survient Biff, furieux contre Marty à cause de l'épisode du fumier, alors que Marty pensait que c'était George qui arrivait. Dans un premier temps, Biff veut se battre avec Marty, mais en voyant Lorraine dans la voiture, il remet Marty à ses amis, qui l'enferment dans le coffre de la voiture des musiciens du bal, non loin de là, et tente de violer Lorraine. C'est à ce moment que George arrive. Ne reconnaissant pas Biff dans la voiture, il est surpris lorsque celui-ci se retourne et lui ordonne de partir. Mais George, pour la première fois de sa vie, décide de lui tenir tête. Biff sort alors de la voiture et lui fait une clé de bras. Lorraine, en essayant d'aider George, est jetée à terre par Biff et se moque d'elle. Voyant cela, George se met en colère et trouve la force d'infliger à Biff un violent coup de poing, mettant ce dernier KO, relevant Lorraine qui tombe sous son charme. George l'emmène alors au bal. Pendant ce temps, les musiciens essaient de libérer Marty du coffre de leur voiture. Dans la manœuvre, le chanteur-guitariste se blesse à la main avec un tournevis. Marty sort finalement du coffre et arrive juste à temps pour voir George mettre son coup de poing à Biff. Puisque le musicien blessé ne peut plus jouer de la guitare, Marty se propose de le remplacer afin que le bal ait bien lieu et que ses parents puissent amorcer leur histoire d'amour. Durant la danse des deux tourtereaux, George se fait pousser par un autre danseur, le séparant de Lorraine et provoquant ainsi le début de l'effacement temporel de Marty. Mais George, au dernier moment, repousse l'intrus et se décide à l'embrasser Lorraine, sauvant ainsi Marty, son frère et sa sœur, qui réapparaissent sur la photo. À la fin de la chanson, Marty, rendu joyeux par cet heureux dénouement, se laisse convaincre de jouer une dernière chanson beaucoup plus rythmée. Et c'est là qu'il interprète alors Johnny B. Good, tandis que le chanteur blessé du groupe, qui se convainc de jouer une dernière chanson beaucoup plus rythmée, il interprète alors Johnny B. Good, alors que le chanteur blessé du groupe, qui se nommait Marvin Berry, alors cousin de Chuck, lui fait écouter un son nouveau. Donc référence historique à Chuck Berry, qui est très célèbre guitariste des années 60, 50, donc qui interprète Johnny B. Good, que tout le monde connaît. À la fin du morceau, Marty passe du style de Berry à celui de Jimi Hendrix, en jouant derrière la tête, puis se déhanche au sol tout en jouant sous le coup de l'excitation pour finalement s'arrêter sur une note aiguë et saturer. Il dit alors au public, effaré par son attitude, qu'ils ne sont pas encore prêts pour ce genre de musique et s'esquive de la scène.
Après avoir donné un conseil à ses parents concernant le comportement face à leurs futurs enfants, Marty se rend à l'hôtel de ville où Doc a tout planifié pour le voyage temporel. Quand Marty veut le prévenir qu'il sera assassiné en 1985, Doc refuse et déchire la lettre que Marty avait écrite à ce sujet. C'est alors que l'orage provoque la déconnexion d'un câble reliant le dispositif de la DeLorean à l'horloge de l'hôtel de ville. Pressé par le temps, Doc court remettre le câble en pensant que Marty se rend en voiture à l'endroit d'où il devra démarrer au bon moment pour atteindre les 88 miles à l'heure. Lorsque la foudre tombera sur le dispositif alimentant la DeLorean en énergie, malgré les difficultés, Doc parvient à reconnecter les câbles juste à temps et Marty au volant de la voiture retourne en 1985. Cependant, avant de quitter 1955, Marty avait modifié les réglages du convecteur temporel pour se donner quelques minutes de plus, espérant arriver en 1985 à temps pour prévenir Doc avant qu'il ne soit tué par les Libyens. Mais le timing s'avère quand même trop juste et Marty assiste de nouveau impuissant à la mort de Doc. Puis il voit son double de 1985 se rendre lui aussi dans le passé au volant de sa DeLorean et les Libyens qui le poursuivaient avoir un accident. Par chance, quand il arrive près du corps de Doc, Marty s'aperçoit que celui-ci est vivant. Doc avait recollé puis lu la lettre de Marty de 1955 et avait en prévision revêtu par sécurité un gilet pare-balles. Quittant ensuite les lieux, Doc ramène Marty chez lui en pleine nuit et avant de le laisser, il lui annonce son intention de se rendre 30 ans dans le futur. Marty lui suggère donc de rendre visite à cette époque et de faire attention. Le lendemain, Marty remarque ces changements chez lui. La maison est beaucoup mieux meublée, son père George, qui est maintenant un écrivain de science-fiction à succès, a plus d'assurance, sa mère Lorraine est en bien meilleure santé et heureuse de son mariage, son frère et sa sœur ont également une vie bien plus attrayante. Par contre, Biff, qui n'est plus le chef de George mais un garagiste, respecte et craint son père. Enfin, Marty possède maintenant le 4x4 dont il avait toujours rêvé avant de partir en 1955. Pendant qu'il admire son véhicule, Jennifer, sa petite amie, lui rend visite et Marty ne cache pas son soulagement de la revoir après tout ce temps, bien que pour elle, seule une journée est passée. Tout à coup, la DeLorean surgit dans la rue. Doc, bizarrement vêtu, en descend et dit à Marty de venir avec lui, car il faut faire quelque chose pour ses enfants, à lui et à Jennifer. Montant dans le véhicule avec sa petite amie, Marty fait remarquer à Doc que la route est trop courte pour atteindre les 88 mètres à l'heure, mais Doc lui répond dans une célèbre citation: là où ils vont, ils n'ont pas besoin de route. La DeLorean se met alors à décoller et part en volant vers le futur. Donc voilà le synopsis du film, assez complet, je pense, que là je vous ai raconté toute l'histoire. On va parler maintenant de la production du film. Bob Gale et Robert Zemeckis, camarades de l'école de cinéma de l'Université de Californie du Sud, ont l'envie d'écrire un film sur le voyage dans le temps de 1975, en pensant à la façon dont le futur était imaginé dans le passé, notamment dans le pavillon Futurama de l'Exposition universelle de New York de 1939, conçu par Norman Bel Geddes, et le Futurama 2, celui de 1964. Seule l'idée générale leur vient: quelqu'un voyagerait dans le passé, il changerait quelque chose, et en revenant dans le présent, découvrirait que son monde ressemble désormais aux visions futuristes de l'époque d'où il revient, ainsi qu'un titre, le professeur Brown visite le futur. Devenus les protégés de Steven Spielberg, Gale et Zemeckis parviennent à écrire deux petites comédies, Crazy Day, sorti en 1978, et La Grosse Magouille, sorti en 1980, dont Zemeckis est également le réalisateur. Gale et Zemeckis cherchent un sujet suffisamment original et populaire pour se distinguer par un grand succès avant de se lancer durablement leur carrière.
En 1980, Gail découvre par hasard, lors d'une visite chez ses parents, un yearbook de son père. Alors, les yearbooks, c'est une tradition américaine. En fait, c'est un livre qui est édité chaque année avec la photo de tous les élèves de l'école et de tous les événements qui s'y sont passés. Donc, il retrouve le yearbook de son père à l'époque du lycée et il se demande alors qu'il aurait pu être ami avec son père s'il était rencontré au lycée. Une question à laquelle seul un voyage dans le temps pourrait répondre. À son retour à Los Angeles, il parle de son nouveau concept à Robert Zemeckis, qui repense aux souvenirs de lycée parfois incohérents de sa mère, et plus généralement aux parents qui affabulent sur leurs souvenirs de jeunesse auprès de leurs enfants. L'idée les séduit, le film s'appuierait sur le voyage dans le temps, sans faire appel à des événements ou personnalités historiques, en se centrant plutôt sur une famille, un propos plus personnel davantage propice au comique. Zemeckis imagine par exemple une mère qui prétend ne jamais avoir embrassé un garçon à l'école, alors qu'elle était en réalité dévergondée. Alors le développement du film. Bob Gale et Robert Zemeckis présentent le projet à la Columbia Pictures et concluent un accord de développement pour un script en septembre 1980. Zemeckis et Gale ont placé l'histoire en 1955, car mathématiquement, selon eux, un adolescent de 17 ans qui voyage pour rencontrer ses parents du même âge signifiait voyager dans cette décennie. La période était marquée notamment par l'ascension des adolescents en tant qu'élément culturel important à la naissance du rock and roll et de l'expansion des banlieues qui serait à la faveur de l'histoire. Alors il y a une fin alternative. Dans les premières versions du scénario, c'est l'explosion d'une bombe nucléaire lors d'un essai qui devait fournir les 2,21 gigawatts nécessaires pour que Marty McFly puisse repartir en 1985, et non la foudre qui s'abat sur l'horloge de l'hôtel de ville. Reprenant ainsi le thème du conflit nucléaire, grande peur de ce début de la guerre froide, dans le film, le doc de 1955 pense que son homologue de 1985 porte une combinaison anti-radiation à cause des retombées radioactives. L'essai nucléaire en question aurait dû être également mentionné en amont lors d'un cours d'histoire auquel Marty participait. L'idée fut finalement abandonnée en raison de contraintes budgétaires. Dans le storyboard de la scène, présent notamment dans le coffret Blu-ray de la trilogie sorti en 2010, après avoir été déposé par Doc en camion, Marty attend l'heure de l'essai nucléaire, caché dans une des maisons factices du site devant être atomisé au Nevada et entouré de mannequins. Au moment prévu, il prend le volant de la DeLorean, non sans avoir fait du mal à faire fonctionner les circuits temporels, tandis qu'Emmett Brown, qui observe la scène à bonne distance avec des jumelles, trouve dans sa poche une lettre que le jeune homme lui a écrite. Ce dernier tente alors de le convaincre par talkie-walkie de la lire afin de sauver sa vie, tout en changeant l'heure du retour sur le tableau de bord pour avoir un peu de temps devant lui pour lui empêcher sa mort. Alors que la machine à voyager dans le temps prend de la vitesse, les militaires aperçoivent l'intrus s'approchant de la tour où se trouve la bombe et pensent avoir affaire à un saboteur soviétique et décident de la lâcher précipitamment pour ne pas compromettre l'opération. Marty, qui a mis sa combinaison anti-radiation, et la DeLorean arrivent juste à temps à 88 miles à l'heure lorsque l'engin explose et sont envoyés dans le futur avant que la déflagration n'anéantisse le site. Habitation, végétation et mannequins, comme vous avez pu voir dans des vidéos sur les explosions nucléaires, où effectivement on voit toutes les habitations, les végétations dévastées par l'explosion. Voilà. Pardon, je bois mon café. En 1995, à l'endroit même où la bombe a explosé 30 ans plus tôt, un groupe de touristes prend en photo une plaque commémorative de l'événement. Alors que l'un d'eux interroge le guide sur les phénomènes inexpliqués qui se seraient déroulés lors de l'essai, ce dernier lui répond simplement qu'il a vu trop de films
et avant que la DeLorean ne débarque devant eux. La scène de l'essai nucléaire ne sera reprise en partie que dans le prologue du film Indiana Jones et le Royaume de Cristal, sorti en 2008 de Steven Spielberg. Le personnage d'Indiana Jones, réussissant à échapper à l'explosion atomique en s'enfermant dans un réfrigérateur, excusez-moi, c'est ma langue qui zozote, élément qui devait servir à l'origine comme machine à voyager dans le temps dans Retour vers le futur. Écriture. À l'origine, la machine à voyager dans le temps, donc, devait être un réfrigérateur qui utiliserait l'énergie d'une explosion atomique sur le site d'essai du Nevada pour faire entrer les utilisateurs chez eux. L'idée fut rapidement abandonnée, les auteurs craignant que les enfants n'essaient de s'enfermer à leur tour dans leur réfrigérateur. Zemeckis, attendez, j'ai une petite erreur d'écriture, a trouvé qu'il serait plus pratique que la machine à voyager dans ce temps soit mobile. La DeLorean a été choisie car sa conception contribue à crédibiliser le gag concernant la famille d'agriculteurs qui prend par erreur le véhicule pour une soucoupe volante. En outre, le point culminant d'origine a été jugé trop cher par les dirigeants d'Universal, a été simplifié. Les auteurs ont dû par ailleurs justifier les liens de famille entre Marty et Doc avant de créer l'amplificateur géant de guitare électrique et ont résolu la relation oedipienne de Marty avec sa mère en écrivant la ligne de dialogue « C'est comme si j'embrassais mon frère ». Le personnage de Biff Tannen fut nommé d'après un directeur des studios Universal, Ned Tannen, qui eut un comportement agressif lors d'une réunion sur le script de Crazy Day. Le premier projet de Retour à le futur fut achevé en février 1981. Columbia Pictures mit le projet en turnaround, arrangeant les industries du film dans lequel les droits d'un projet sont vendus à un autre. Selon Gate, il pense que c'est un film très agréable, attirant et chaleureux, mais pas suffisamment sexuel. Il ajoute qu'ils ont suggéré qu'il emporte chez Disney, mais ils ont décidé de voir si un autre des grands studios voulait un morceau de nous. Chaque grand studio de cinéma a rejeté le script durant les 4 années suivantes, tandis que Retour vers le futur connut plus de 2 versions. Dans les années 80, les comédiens pour adolescents tels que Fast Time et Ridgemont High ou Porky étaient osés et visaient les adultes, de sorte que le script était généralement rejeté parce qu'il était trop léger. Gale et Zemeckis ont finalement décidé de proposer à Disney, qui leur objecta que l'histoire de la mère qui tombe amoureuse de son fils n'était pas appropriée pour un film familial sous la bannière Disney, selon Gale. Le duo tenta de s'allier avec Steven Spielberg, qui avait récemment produit Crazy Day et La Grosse Magouille, 2 échecs commerciaux. Spielberg fut initialement absent du projet car Zemeckis craignait qu'il produisait un nouvel échec avec lui et il ne serait jamais en mesure de faire un nouveau film. Gale déclara qu'il avait peur d'être vu comme deux ratés qui ne parvenaient pas à continuer de travailler dans le cinéma que grâce à leur amitié avec Spielberg. Un producteur fut intéressé mais se ravisa lorsqu'il apprit que Spielberg n'était pas impliqué dans le projet. Zemeckis choisit alors de réaliser À la poursuite du diamant vert, qui rencontra un succès au box-office. Maintenant devenu un réalisateur à haut profil, Zemeckis approcha Spielberg pour le concept et le projet fut mis en place par Universal Pictures. Un des dirigeants d'Universal, Sidney Sheinberg, fit quelques suggestions pour le script. Changer le prénom de la mère de Marty, initialement appelée Meg, en Lorraine, c'est le prénom de la femme de Steinberg. L'actrice Lorraine Gary, changer le nom du professeur Brown en Doc Brown et remplacer son chimpanzé par un chien comme animal de compagnie. Sheinberg souhaitait également changer le trick en Spaceman from Pluto,
donc l'homme de l'espace de Pluton, convaincu qu'aucun film à succès n'aurait jamais eu, avec le mot futur dans le titre, un succès. Il suggéra de présenter Marty comme Dark Vador de la planète Pluton, habillé en un alien pour forcer son père à sortir avec sa mère plutôt que la planète Vulcain. Ainsi, les comics de Fils du Fermier se nomment Spaceman from Pluto plutôt que Space Zombie from Pluto. Consterné par le nouveau titre que Scheinberg voulait imposer, Zemeckis demanda de l'aide à Spielberg qui ensuite dicta un mémo pour convaincre Scheinberg dans lequel il écrivit qu'il pensait que son titre était juste une mauvaise blague, l'embarrassant ainsi et laissant tomber l'idée du titre. Voilà, maintenant on va passer à la pré-production, la distribution des rôles. Michael J. Fox fut le premier choix pour incarner Marty McFly, mais il tournait à l'époque dans un sitcom, Sacrée Famille, et donc le producteur de ce feuilleton, Gary David Goldberg, refusa de le laisser tourner un film car sa covedette de Sacrée Famille, Meredith Baxter, était en congé de maternité. Retour vers le futur était initialement prévu pour mai 1985, où ce fut seulement à la fin 1984 que la Fox apprit qu'il ne pourrait pas tourner le film. Les deux choix suivants du réalisateur furent donc C. Thomas Howell et Rick Stoltz. Ce dernier a impressionné les projecteurs par sa prestation dans Mask. En raison de la difficulté dans le casting, la date du lancement fut repoussée à 2 reprises. 4 semaines après le début du tournage, Zemeckis, insatisfait, décide que Stoltz était une erreur de casting et se sépare du jeune acteur. Il remplace celui qui devait jouer le rôle de sa petite amie dans le film Melora Hardin. Zemeckis et Spielberg décidèrent de repartir à zéro malgré le surcoût de 3 millions de dollars, que cela ajoutera au budget de 14 millions. D'après Spielberg, Zemeckis trouvait l'interprétation de Stoll trop dramatique et dépourvue d'humour. Gale expliqua alors que Stoltz jouait simplement le rôle, tandis que Michael J. Fox avait une personnalité proche de Marty McFly, ajoutant qu'il sentait qu'il était mal à l'aise en skateboard, tandis que Fox ne l'était pas. Le calendrier de Michael J. Fox se dégagea en janvier 1985, lors du retour de Meredith Baxter sur le tournage de Sacrée Famille, après sa grossesse. L'équipe du film rencontra à nouveau Goldberg qui accepta que la Fox fasse le film à condition que Sacrée Famille reste sa priorité en cas de conflit de tournage. Fox aima le script et fut impressionné par la délicatesse de Zemeckis et Gale lors du départ de Stoltz, puisqu'ils ont alors néanmoins dit beaucoup bien de lui. Per Winder et Bob Schmeitzer l'ont aidé pour les scènes de skateboard. Fox s'est projeté en Marty McFly de façon très personnelle. J'ai passé mon temps au lycée à faire du skateboard, courir après les filles et jouer dans des groupes. J'ai même rêvé de devenir une star du rock. Christopher Lloyd a obtenu le rôle de Doc Emmett Brown après l'indisponibilité de John Lithgow, qui fut le premier choix. Ayant travaillé avec lui sur les aventures de Buckaroo Banzai à travers la huitième dimension, le producteur Neil Canton lui proposa le rôle, mais Lloyd refusa avant de changer d'avis. Après avoir lu le script sur l'obstination de sa femme, il a improvisé certaines de ses scènes en s'inspirant d'Albert Einstein et du chef d'orchestre Leopold Zolowski. Crispin Glover, qui joue le rôle de George McFly, le réalisateur a dit qu'il a improvisé une grande partie de ses manières ringardes de George, comme ses mains tremblantes. Ainsi, Zemeckis plaisante en disant qu'il jetait sans cesse un filet sur Crispin parce qu'il était complètement éteint environ 50% du temps durant l'interprétation du personnage. À la suite d'un désaccord sur les contrats, Glover fut remplacé par Jeffrey Westman pour les 2e et 3e épisodes.
Conception de la machine à voyager dans le temps. Les deux scénaristes, Bob Gale et Robert Zemeckis, ont choisi la DeLorean DMC-12 pour son design futuriste pour l'époque, avec ses portes papillons, une carrosserie en acier inoxydable de type 304, austénique non magnétique. Une partie des pièces auto ajoutées au véhicule est achetée dans une casse de NASA dans la vallée de San Fernando. Son apparence a évolué au cours des 3 épisodes au gré des modifications apportées par Doc. Les scénaristes voulaient une voiture donner l'impression d'être bricolée par son créateur. Savant original, proche de l'expérimenteur que du théoricien. Ce désir a été matérialisé par l'ajout de nombreux fils électriques sur les côtés de la voiture et à l'arrière près du réacteur alimentant le convecteur temporel. La voiture présente aux personnages du film deux difficultés essentiellement qui seront un enjeu de taille tout à tour dans l'épisode 1 puis l'épisode 2. Le voyage dans le temps s'effectue seulement si si les deux conditions sine qua non sont remplies. Le convecteur temporel doit être rechargé en énergie et la voiture doit atteindre la vitesse de 88 mètres à l'heure, donc 141 km/h. Ces deux éléments sont indépendants l'un de l'autre. Le moteur est alimenté par de l'essence ordinaire. Le convecteur nécessite une puissance de 2,1 gigawatts. Et petite anecdote, dans l'origine, donc comme j'ai dit tout à l'heure, en anglais c'est 1,21 gigawatts. Et en français, les traducteurs ont choisi de changer en 2,21 gigawatts parce que ça sonnait mieux. Et on ne sait pas si 1,21 est à mettre au singulier ou au pluriel pour fonctionner. Il est alimenté tout d'abord par un réacteur à plutonium, à fission, puis après les modifications apportées à Doc dans le futur, intégration d'un réacteur à fusion, Mister Fusion, grâce à n'importe quel élément atomique, des détritus en l'occurrence, supposant que la fusion, n'importe quel élément, est maîtrisée dans le futur. En 2017, on ne maîtrise pas encore la fusion d'hydrogène, élément le plus facile à fusionner. Voilà, j'ai fini mon café, je vous embête plus. La musique. La musique, le thème principal est composé par le célèbre Alan Silvestri, qui, je vous rappelle, a composé la musique de Forrest Gump, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Retour à le futur, mon quid, Delta Force, Predator, J'ai épousé une extraterrestre, Abyss, Predator 2, Super Mario Bros, Sidekicks, Bodyguard, La mort vous va si bien, Judge Dredd, Mission Impossible, L'Effaceur, Au revoir à jamais, enfin des films à grand succès. Et Wade Lewis signe les deux titres The Power of Love et Back in Time. Il fait d'ailleurs une courte apparition dans le film. Lorsque Marty passe le concours de son musique à l'école, il fait partie du jury et renvoie durement Marty après que celui-ci joue un morceau dont les riffs de guitare sont basés sur le thème musical de The Power of Love. Toutes les musiques d'orchestre sont dirigées par Alan Silvestri durant toute la trilogie. Le film comprend de nombreux morceaux qui sont utilisés pour décrire l'ambiance des années 1950 aux États-Unis. Lorsqu'il arrive dans Hill Valley pour la première fois, on peut entendre la chanson Mr. Sandman, écrite par Pat Ballard en 1954 et enregistrée par The Four Aces la même année. Et lorsqu'il rentre au café à cette même époque, on peut entendre la chanson tirée de la série sur Davy Crockett, The Ballad of Davy Crockett, écrite par George Bruns et Tommy Blackburn,
interprété par Bill Hayes. Au bal des étudiants, on peut entendre tour à tour Night Train, morceau instrumental enregistré en 1951 par Jimmy Forrest, Earth Angels, Will You Be Mine, enregistré par The Penguins en 1954, et enfin Johnny B. Good par Chuck Berry en 1958. Alors, excusez-moi, j'ai des petits problèmes de vue. Lorsque Marty veut faire peur à son père pendant la nuit, se déguisant en mettant sa combinaison radiation, afin de convaincre George de revoir Lorraine, il passe un extrait du groupe Van Halen. Il s'agit d'une chanson sans titre, utilisée également en 1984 pour le film Attention délire, dont Van Halen participait à la bande-son. Lorsque George McFly entre dans le bar pour déclarer sa flamme à Lorraine, on peut entendre alors Roll With Me d'Etta James. Alors, il y a eu pas mal de scènes coupées dans ce film. Peu après le départ de Biff de la maison des McFly, Marty tente de faire comprendre à son père George qu'il faut savoir dire non dans la vie. Puis un marchand de cacahuètes vient frapper à la porte et lui propose une vente. George lui achète un sachet au grand désarroi de son fils. Lorsqu'il découvre la date du 5 novembre 1955 sur le journal, Marty demande à une passante de le pincer pour le cas où il serait en train de rêver. Cette dernière, pensant que Marty lui dit une chose obscène, le gifle. Doc Brown fait des observations sur sa future invention, puis jette un coup d'œil au bagage du vieux Doc resté dans le coffre de la DeLorean. Il découvre notamment un sèche-cheveux que Marty utilisera plus tard pour faire peur à George, et dont il ne comprend pas l'utilité, ainsi qu'un magazine érotique et une paire de chaussures qu'on le verra porter lors de la scène de l'horloge plus tard dans le film. Expliquons ainsi le fait qu'elles arborent une fermeture à velcro, technologie brevetée en 1955. Autre scène coupée, lorsqu'il arrive au lycée, Marty trouve Lorraine, sa future mère, dans une salle de classe. Il la découvre en train de tricher un devoir et en ressent de la honte. La scène de la visite de Marty en extraterrestre dans la chambre de George au milieu de la nuit comporte un passage en plus. Dans cette scène, on peut constater que sur certains plans, Marty ne porte pas le sèche-cheveux à la ceinture. Cela est dû aux deux écritures de cette scène, où Marty menace George avec ce sèche-cheveux, ce qui n'est pas le cas dans celle qui apparaîtra au montage. Lorsque Marty explique le plan à George pour séduire Lorraine, il demande à celui-ci de faire un test en lui donnant un coup à l'estomac. Encore une autre scène coupée, quand l'agent de police demande à Doc s'il a l'autorisation pour son expérience météo, celui-ci sort de son portefeuille un billet de $50, laissant supposer qu'il achète son silence. Peu après, Doc demande à Marty ce qui l'angoisse. Autre scène, lorsque George regarde l'horloge du gymnase, il constate qu'il est presque 21h et que sa montre s'est arrêtée. Il se précipite à la cabine téléphonique et appelle un opérateur pour s'assurer de l'heure. Des étudiants l'enferment à leur intérieur en barrant la porte de la cabine. George appelle à l'aide de Strickland qui passait par là, mais ce dernier décide de ne pas le délivrer, considérant que ça lui sert de leçon. Strickland, c'est le directeur des élèves du lycée où va la mère de Marty et son père, qui sera toujours là en 1995 et qui aime pas du tout Marty McFly. Voilà pour ce qui était des scènes coupées, on va passer à la post-production, et notamment aux effets spéciaux. Durant le tournage, Ken Ryston et son équipe de l'Industrial Light and Magic, ALM, qui est la société fondée par George Lucas pour les films Star Wars, société spécialisée dans les effets spéciaux, les images de synthèse et l'animation, commence à travailler sur les effets spéciaux qui contient au final que 32 plans dans tout le film. La plupart d'entre eux sont des effets spéciaux optiques, comme les scènes de la tempête sur le Deldeville
de la DeLorean lorsqu'elle traverse le temps, et le plan final où elle décolle vers le futur. La plupart des effets sont une combinaison entre les plans réels filmés, l'animation et la pyrotechnie. C'est grâce à cette dernière technique qu'il était possible de faire des traînées de feu que la voiture, à voyager dans le temps, laisse sur la route après avoir atteint les 88 miles à l'heure. Ou encore la scène de la foudre, Zemeckis et Bell, qui veut l'éclair le plus spectaculaire de l'histoire du cinéma, font appel à Wes Takahashi, superviseur en chef animateur des effets spéciaux, qui travaille déjà sur le film pour ILM, chargé de représenter à l'écran de la DeLorean lorsqu'elle démarre pour sauter à travers le temps. Takahashi se voit également confier la scène de l'orage qui frappe l'horloge de l'hôtel de ville, ainsi que celle du courant électrique qui traverse le cap pour alimenter la voiture. Concernant la scène finale, un modèle réduit du véhicule a été spécialement réalisé par le département maquette d'ILM. Et dans un interview donné à Cinefex, alors Cinefex, c'est un magazine maintenant défunt depuis quelques mois, qui existe depuis très longtemps, sur les effets spéciaux. Voilà, c'était la petite anecdote. En 1995, Ken Ryston déclare qu'il s'agit d'une des plus belles maquettes qu'ils ont jamais construites et qui pourrait resservir s'ils avaient décidé de faire une suite au film, pour faire voler la DeLorean dans le futur. Enfin, la scène où la main de Marty se dissout a coûté 10 000 dollars. Dans un premier temps, Zemeckis souhaitait un trou grandissant au centre de la main, mais devant le résultat donné, comme si Marty avait reçu un tir de bazooka, il choisit d'adoucir la scène et opte finalement pour un effacement progressif de la main. À cause du planning serré de la post-production et du manque de temps pour perfectionner le plan, cet effet sera jugé comme acceptable par le réalisateur. Voilà ce qui était pour les effets spéciaux. Maintenant, on va passer au montage. Dès le 18 mai 1985, une version de travail est projetée à un public test au cinéma Century 22 de San José en Californie, où à la demande de Robert Zemeckis, aucun cadre d'Universal Pictures n'assiste, à l'exception du directeur marketing Ed Rodinsky, estimé comme ami de la production. À l'issue de la production, la salle est euphorique, et comme souvent dans les projections tests, le public est invité à remplir une fiche d'évaluation avec 5 choix possibles pour indiquer ce qu'il a pensé du film entre excellent, très bien, moyen, mauvais ou nul. Retour vers le futur obtient un score de 96% dans les 2 premières catégories, un pourcentage qu'aucun film Universal n'avait obtenu jusqu'alors. Informé par l'engouement suscité, le président de l'Universal, Sidney Sheinberg, demande à Zemeckis une nouvelle projection au Hitchcock Theater, salle à l'intérieur des studios de la société cinématographique. D'abord réticent, le réalisateur accepte finalement à la condition qu'il n'y ait pas uniquement des cadres de l'Universal, qui selon lui n'étaient pas prêts à voir une comédie, mais aussi du public. Par rapport à la première projection, le film est raccourci de 7 minutes. Plusieurs scènes sont coupées au montage, notamment lorsque Marty arrive en 1955 sur la place de l'hôtel de ville et qu'il demande à une femme de le pincer pour s'assurer qu'il ne rêve pas. En réponse à cette dernière gifle, cette deuxième diffusion entraîne des réactions similaires, voire supérieures à la première. Cela pourrait être dû au fait que la moitié de la bande originale d'Alan Silvestri est désormais intégrée dans le film, notamment les musiques de la scène d'orage sur l'hôtel de ville, pour retourner en 1985. À propos de cette production, Steven Spielberg déclare: Lorsque j'ai vu Retour vers le futur terminé pour la première fois, j'ai pensé que c'était le film le plus intéressant, le plus contagieux et le plus comiquement irrévérencieux fait depuis longtemps. La réaction tonitruante des spectateurs à l'avant-première était semblable à celle du public lors des projections test des Dents de la Mer et de E.T. Elle faisait partie de l'expérience de Retour vers le futur.
La foule a applaudi spontanément en 6 occasions. Les rires étaient assourdissants et le tonnerre d'applaudissements prolongés à la fin était la plus grande ovation qu'on pouvait faire à Bob Zemeckis, Bob Gale, Michael J. Fox, Christopher Lloyd et Gene Scheidberg. Fort du succès de cette deuxième production, Scheinberg est particulièrement enthousiaste et formule une requête à la production que le film sorte à la semaine du 3 juillet au lieu du 19. Cette date avancée du 3 juillet nécessite que l'équipe de post-production travaille littéralement 24 heures sur 24, une vitesse jamais vue pour un film de cette envergure, et entraîne l'embauche de personnel supplémentaire, notamment pour le doublage, les effets sonores, le bruitage, le mixage, l'étalonnage et l'intégration des effets spéciaux finaux. Ce qui engendre donc des frais additionnels financés par Universal, Scheinberg voulant absolument que le film sorte le mercredi 3 juillet. On va parler de la sortie et de l'exploitation du film. Donc Retour à le futur devait au départ sortir en salle au Memorial Day en 1985, le 23 mai, mais le changement de l'acteur principal allonge de la durée de tournage prévue, repoussant la sortie au 19 juillet. Avec le franc succès des projections test, le président d'Universal, Sidney Schneider, réclame d'avancer la sortie, comme je le disais, au 3 juillet. Même si cela nécessite un supplément de budget et l'accélération de la post-production. L'illustrateur Drew Struzan s'est engagé pour concevoir l'affiche du film. Excusez-moi, je bois un peu parce qu'avec ma langue, c'est pas facile de parler. Voilà. Sur une recommandation de Spielberg, pour laquelle il avait livré celle de E.T. et les aventuriers de l'âge perdu, après avoir travaillé sur La guerre des étoiles de George Lucas. Pour la promotion, des spots télévisés sont diffusés avec des extraits du film. La scène où Marty demande au doc « Voulez-vous me dire que j'aurai un ticket avec ma mère ?» est plus souvent utilisée au grand étonnement du réalisateur qui aurait pensé qu'Universal mettrait davantage en avant les éléments liés à la science-fiction plutôt que cette phrase d'accroche pour attirer le plus possible le public. Comme prévu, Retour vers le futur sort le mercredi 3 juillet dans 1341 salles, soit 9 semaines et demie après la fin du tournage. Lors du premier week-end d'exploitation, il rapporte 11 552 500 $ de recettes pour une diffusion dans 1420 salles, considéré à l'époque comme un chiffre astronomique, le plaçant en tête du box-office américain devant Pay Raider, le cavalier solitaire de Clint Eastwood, Rambo 2, la mission de George Cosmatos, Cocoon de Ron Howard et La forêt d'émeraude de John Borman. La critique. À l'époque de sa sortie en salle, Retour vers le futur reçoit des critiques mitigées, notamment de la part de la société française, de la presse française, pardon. Cette mouture comédie SF popcorn a beau avoir battu des records d'entrée aux États-Unis, elle a beau être un pur produit de l'école Spielberg-Zemeckis, on a bien du mal à y voir autre chose qu'une exploitation facile de l'image rock'n'roll, encore une glorification un peu bêta de l'Amérique. Ça, c'était dans le magazine Première. Le Monde dit on accepte ou non, on vibre ou non sur cette charge démente concoctée par ces purs cinglés du cinéma qui sont dans la bande de Spielberg, le producteur du film, ne projetant rien de son moralisme sur ce compte, déchaîne franchement drôle, témoignage paroxystique d'une société qui ne doute de rien. Le quotidien de Paris, qui dit un exploit enchanteur, s'accompagne aussi d'un retour aux 50s, très habile, à une ancienne fureur de vivre qui fait rêver aujourd'hui, sans oublier l'hommage au rock exceptionné. Il faut saluer donc l'intelligence des prouesses de la mise en scène, qui ne se résume pas aux effets techniques,
au trucage époustouflant, mais réussit le mariage du style futuriste et rétro, comme au temps fabuleux des surréalistes. On a Le Matin aussi qui dit Back to the Future, dites-vous? On a plutôt envie de dire Nos futurs. Pour l'instant, entre la guimauve faussement nostalgique et les mogoblins communistes, vous n'avez que l'embarras du choix. On a Libération qui dit un des plus consternants navets qu'ait produit la bande à Spielberg. Retour vers le futur est le ramassis d'images le plus inoffensif que l'Amérique nous a envoyé depuis quelques années. Quant à Bob Zemeckis, son amour des mouvements d'appareil pour rien, son manque de temps absolu dans la direction d'acteur, sa conception hystérique de la mise en scène en font d'ores et déjà le prétendant idéal de tavernier américain. Des critiques faciles et fausses pour moi, qui sont complètement, qui n'ont rien compris à l'intention de Robert Zemeckis, à mon avis. Libération titre Film de chouchou, premier de la classe, et particulièrement surdoué pour ratisser tout azimut, gag poilant qui valait bien le déplacement, un honnête tourbillon de rigolade dont l'efficacité stylistique en quatrième vitesse fait avaler tout ce qui touche à Spielberg, les habituelles abjections xénophobes et le message taraudeur sur l'Amérique qui gagne. Retour à le futur, spectacle agréable et délassant, risque avec le temps de devenir un film de référence. François de Robert Chazal. Donc lui, il avait compris déjà que Retour à le futur allait devenir un film culte. On a même Famille chrétienne, cette comédie pétillante et haute en couleurs menée à un rythme trépidant, interprétée par des comédiens craquants et bénéficiant de nombreux effets spéciaux. C'est réjouissante en tout pour plaire. Ah ben voilà, bravo Famille chrétienne, vous avez enfin compris ce qu'était un bon film. Sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, le film obtient un score de 96% d'avis positifs sur la base de 84 critiques collectées et une note moyenne de 8,80 sur 10. Le consensus du site indique inventif, drôle et à couper le souffle. Retour à le futur est une aventure passionnante de voyage dans le temps avec un esprit inoubliable. Sur Metacritic, le film obtient une note moyenne pondérée de 87 sur 100 sur la base de 26 critiques collectées. Le consensus indique acclamation générale. En France, le site Allociné lui donne alors une note de 3,6 sur 5 sur la base de 5 critiques collectées. On va parler du box-office maintenant, des retombées du film. Retour vers le futur sort aux États-Unis dans 1340 salles et démarre en tête du box-office pour son premier jour d'exploitation avec 1 729 890 $ de recettes et un total de 14 745 39 $ de recettes pour son premier week-end d'exploitation. Il prend également la tête du box-office pendant 3 semaines avec 57 millions de dollars de recettes engrangées, avec une combinaison de salles variant jusqu'à 1550 salles durant toute sa durée d'exploitation en salle. Le film chute à la seconde place au profit de National Lampoon European Vacation, ayant totalisé 73 millions de dollars aux recettes de sa quatrième semaine, dont 66 milliards en quatrième week-end. Millions, pardon. Mais reprend dès la semaine suivante la première place du box-office, 210 millions de recettes sur le territoire américain, ce qui est un véritable succès commercial au vu de son budget de production de seulement 19 millions de dollars américains, soit l'équivalent actuel de 41 millions de dollars. Avec 59 millions d'entrées, il est le film ayant rencontré le plus grand succès aux États-Unis durant l'année 1985. Il fut également un succès à l'étranger, totalisant 170 millions de dollars,
portant ainsi le box-office mondial à 381 109 762 $ de recettes. En France, Retour vers le futur rencontre un succès commercial avec 3 500 000 entrées, se classant à la 4e place du box-office français de l'année 85. Postérité. Steven Spielberg reprend à son compte l'idée de l'essai nucléaire dans le prologue du film, comme j'ai déjà dit. Indiana Jones et le Royaume de Cristal, qui pour moi ne fait pas partie de la trilogie des Indiana Jones, que je trouve bien en dessous des autres Indiana Jones, où le personnage d'Indiana Jones réussit à s'échapper de l'explosion atomique en s'enfermant dans un réfrigérateur, élément qui devait servir à l'origine comme machine à voyager dans le temps vers le futur, tandis qu'une vitesse factice est détruite comme dans les premiers storyboards, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Les récompenses maintenant. En 86, le film a remporté l'Oscar du meilleur montage sonore, une nomination à l'Oscar du meilleur scénario original, pour les Golden Globes, mais nomination pour le meilleur acteur dans un film musical ou une comédie pour Michael J. Fox, nomination au meilleur film musical ou comédie, meilleure nomination du meilleur scénario, nomination de la meilleure chanson originale. Voilà pour ce qui est des récompenses. On a aussi des hommages. En 2005, on a l'inscription sur la liste du BFI des 50 films à voir avant d'avoir 14 ans, établie par la British Film Institute. Et en 2007, inscription au National Film Preservation Board pour conservation à la bibliothèque du Congrès américain. La saga Retour vers le futur est riche en références et clins d'œil, notamment scientifiques, historiques, cinématographiques et musicaux. Voici les principaux concernant le premier volet. Au début du projet, la machine à voyager dans le temps devait être non pas une voiture mais un réfrigérateur. C'est Spielberg, lorsqu'il a rejoint la production, qui a imposé le changement car il ne voulait pas que des enfants s'enferment dans des réfrigérateurs en voulant imiter le film. La montre portée par Michael J. Fox est la Casio CA53W. Christopher Lloyd porte deux montres, la Seiko A826 au poignet droit et l'Armitron Calculator Watch au poignet gauche. Référence scientifique. Doc Brown prononce dans la version originale gigawatt, de façon excentrique, alors qu'en français on dit gigawatt pour imiter un physicien rencontré pendant la préparation de son rôle. Dans la maison de Doc, on peut voir sur la cheminée 4 portraits de physiciens, de gauche à droite, Newton, Franklin, Edison et Einstein. Dans toute la première scène du film, on peut distinguer 2 de ces portraits qui sont posés sur le sol au milieu de fouilles du Doc en 1985. Le chien de Doc en 1955 se nomme Copernic et celui de Doc en 1985 se nomme Einstein. D'autres références. Les génériques du début de Retour vers le futur, une succession de plans d'horloge et de montres, est un hommage appuyé à la machine à explorer le temps de 1960 de George Pal, qui débute de la même façon. Dès la première scène du film, lorsque Marty allume l'amplificateur dans le laboratoire de Doc, il manipule un bouton indiqué CRM 114, hommage au docteur Folamour de Stanley Kubrick, où il apparaît un appareil qui a le nom dans le B-52 qui déclenche une catastrophe nucléaire. Lors de son interprétation à la guitare au bal de fin d'année, Marty fit de nombreuses références au groupe de sa génération. Il réalise le Duck Walk créé par Chuck Berry et cher au guitariste Angus Young d'ACDC, joue de la guitare derrière sa tête de manière à la manière de Jimi Hendrix, emprunte des techniques à Eddie Van Halen,
termine son solo en jouant couché sur le sol ou encore une fois comme en Sung et renverse l'ampli avec son pied. Il conclut par la phrase Je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça. Cette scène présente aussi un anachronisme, Marty jouant avec une Gibson E5 345 TDC en finition Cherry Red, équipée d'un Bixby, un modèle qui n'est disponible qu'en 1959. Voilà. Attendez, excusez-moi. Je bois un coup. Voilà. À son arrivée en 1985, Marty portait encore sa combinaison anti-radiation, réveille et effraie les membres de la famille Peabody. Ce nom est une référence au dessin animé Mr. Peabody and Sherman du dessinateur Ted Kay, diffusé aux États-Unis dans les années 1960. Le fils, incarné par Jason Marine, porte d'ailleurs le prénom Sherman. L'adaptation cinématographique de cette œuvre, Mr. Peabody et Sherman, Les voyages dans le temps, réalisé par le studio DreamWorks en 2014, a également pour thème les voyages dans le temps. Lorsque Marty s'immisce dans la maison de son père en 1955 pour le convaincre d'inviter Lorraine au bal, il utilise la combinaison anti-radiation pour l'effrayer. Ainsi déguisé, il dit à George qu'il est Dark Vador et qu'il vient de la planète Vulcain. De plus, Marty salue son père de la même façon que Monsieur Spock salue de la main lorsque l'annulaire et le majeur sont séparés par un espace. Vous avez tous connu ce signe que Monsieur Spock fait dans la série. On a donc ici deux références explicites à la saga Star Wars et à la série Star Trek. Dans la culture populaire, Retour vers le futur a été un des films marquants des années 80 et beaucoup d'œuvres renferment des références à cette trilogie. L'expression est passée dans le langage courant en français comme en anglais Back to the Future, grâce au président américain Ronald Reagan qui l'employa dans un de ses discours. Les concepteurs du film n'avaient pas du tout prévu de faire une suite pour Retour à le futur, comme dit le scénariste Bob Gale dans l'entrevue qu'il donne dans le documentaire de Damien Piscarel en 2015, Retour à le futur, 30 ans d'un film culte. D'ailleurs, la DeLorean, que je vous invite à voir d'ailleurs. D'ailleurs, la DeLorean volante à la fin du premier opus n'était à l'origine qu'une plaisanterie. Les demandes persistantes de fans ont conduit à la réalisation de Paradox en 1989 et 1990, devenu à sa sortie en salle Retour vers le futur 2 et Retour vers le futur 3. Robert Zemeckis et Bob Gale ont eu beaucoup de mal à construire une suite. De plus, certains acteurs du premier volet n'étaient plus partants pour tourner dans le second opus, mais ça on en parlera plus tard. Les produits dérivés du film. Alors, on a une novélisation du film Retour vers le futur par George Guy, Bob Gale et Robert Zemeckis, qui est sorti en 1985 et qui fait 221 pages. On a aussi une adaptation du 2, mais ça je vous en parlerai quand je ferai l'épisode sur le deuxième film. Il y a des comics qui sont aussi sortis, donc des BD américaines. Histoire inédite et chronologie alternative, édition Flaminval en 2016. Les énigmes du continuum, toujours édition Flaminval en 2017. Et Retour vers le futur Citizen Brown, toujours sorti par Flaminval en 2017. Une adaptation manga du film est annoncée en début 2018 sous le nom BTTF, acronyme de Back to the Future, réalisé par Yusuke Murata, un mangaka connu pour la série One Punch Man, qui parlera beaucoup d'entre vous, j'imagine. Le premier tome est prévu pour un avril 2018 au Japon. Malheureusement, le projet est finalement abandonné.
De 91 à 92, une série animée était sortie, c'est la suite de la trilogie, produite par les studios IDDH. Cette série comporte 2 saisons de 13 épisodes chacune. On a aussi des jeux vidéo qui sont sortis. On a le premier en 1985, Retour vers le futur, qui était sorti sur Amstrad CPC, Commodore 64 et ZX Spectrum. En 89, on a Back to Future 2 sur Amstrad CPC. Toujours à la même année, Back to the Future sur Sega Master System. En 89, toujours sur la NES, la Nintendo Entertainment System. En 89, toujours Back to the Future 2 et 3 sur le Nintendo Entertainment System, la NES. En 90, Back to the Future 2 sur la Sega Master System. En 91, Back to the Future Part 3 sur Amstrad CPC. En 92, Back to the Future Part 3 sur Mega Drive et Sega Master System. Et en 2008-2009, Back to the Future Hill Valley Mode PC. Modification non officielle du jeu GTA Vice City. Et en 2010, un jeu que je vous conseille, Retour à le futur de Telltale Games. J'y ai joué beaucoup à ce jeu, il est très sympa. C'est un jeu d'énigmes et d'action qui vous fera réfléchir et je vous conseille vivement d'y jouer. Pour les jouer, beaucoup de voitures de DeLorean DMC-12 furent reproduites en jouet après la sortie du film. McDonald's a aussi sorti une petite série de jouets sur la trilogie. Il existe 3 sets de Lego au sujet du film. La DeLorean a remonté dans le temps de la gamme Lego Ideas, sortie en 2013, et la set de gamme Lego Dimension, Back to the Future Level Pack et Doc Brown, respectivement sortis en 2015 et 2016. En mai 2020, c'est Playmobil qui lance une gamme de produits dérivés du film avec la DeLorean et un duo composé des 2 héros du film, version 1955. Et pour les fêtes, un calendrier de l'Avent complète la série. Fort de son succès, la saga Retour vers le futur a été déclinée en attraction dans le parc des studios Universal à Los Angeles, que je vous conseille tous d'aller visiter si vous avez la chance d'y aller. C'est incroyable ce parc. Pour moi, je préfère ce parc à Euro Disney ou à Disneyland. Créé en 1991 et intitulé Back to the Future The Ride, cette attraction emmenait les visiteurs dans un voyage à travers diverses époques à la poursuite de Biff Tannen. Christopher Lloyd et Thomas F. Wilson, Biff, ont participé à l'aventure. Les décors de la saga, dont l'imposante horloge de ville, étaient également ouverts aux visites au sein des studios. Après 16 ans, l'attraction a été fermée au public le 3 décembre 2007. Le décor de l'hôtel de ville a été détruit en juin 2008 par un gigantesque incendie qui a ravagé une partie des studios Universal. Et pour finir, ils ont sorti un flipper Back to the Future, qui est sorti en 1990, fabriqué par la célèbre Data East Incorporation, qui est un très bon jeu de pinball. Voilà. Je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire sur Retour vers le futur. J'espère que cette petite chronique vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Et bon courage et à bientôt. Ciao, ciao.